Bienvenue dans Fragile mais debout, un podcast sincère à mi-chemin entre la réflexion thérapeutique et le récit intime. Moi, c'est Julie, je suis psychologue clinicienne depuis 20 ans et spécialisée en thérapie comportementale et cognitive depuis 2016. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter s'intitule « Pardon, traumatisme et guérison ». Aujourd'hui, j'aimerais te parler du pardon et plus précisément de celui que l'on accorde. Je l'aborderai ici sur un versant psychologique et non à travers les dimensions philosophiques, religieuses ou morales. Le pardon est souvent présenté comme une étape indispensable pour guérir. Pourtant, sur le plan psychologique, il peut aussi faire violence, surtout lorsque les blessures sont profondes. Dans cet épisode, le pardon est donc pensé comme une possibilité, parfois accessible, parfois lointaine et parfois tout simplement impossible. Je te proposerai une réflexion autour de plusieurs questions. Qu'est-ce que le pardon ? Peut-on pardonner l'inconcevable ? Faut-il pardonner à tout prix pour aller mieux ? Et enfin, pourquoi est-il parfois essentiel de se pardonner à soi-même ? Pour terminer, je te proposerai un exercice guidé pour explorer le pardon pas à pas, si tu le souhaites bien sûr. Ce podcast s'adresse à toi qui as pardonné, à toi qui essaie, et aussi à toi qui ne pardonneras peut-être jamais. Ici ta place est légitime, quelle que soit la tienne. Bonne écoute. Ma mère était la dernière d'une grande fratrie. À sa naissance, sa mère lutte pour survivre. Elle est donc confiée à une famille d'accueil. À 2 ans, après s'être attachée, après avoir investi cette famille comme si elle était la sienne, elle est rendue à sa famille de sang. Ces retrouvailles sont un arrachement. Elles sont violentes. Dès lors, la solitude, la tristesse et la colère deviennent ses principales compagnes de route. Peu investie effectivement par sa mère, sans père, elle grandit sans véritable point d'ancrage. Sa fratrie lui offre des épaules, des sourires, de l'affection, mais ce n'est pas suffisant. Elle rêve d'un ailleurs, du véritable amour, d'une seconde chance. À 16 ans, elle se marie. Mon père devient son prince charmant. Avec lui, une promesse. Partir, recommencer ailleurs, laisser derrière eux la misère affective et sociale. Ils quittent les corons du Pas-de-Calais, la campagne, les héritages lourds et violents. Ils montent à Paris, à la recherche de lumière, d'un avenir qu'ils espèrent enfin radieux. Ensemble, ils renaissent de leurs cendres, incroyablement vivants, aimés, heureux. Je serai le cadeau de Noël des 22 ans de ma mère. À 25 ans, elle donnera naissance à mon frère. À 30, à ma petite sœur. La parentalité vient combler certains vides, réparer partiellement des blessures, offrir une forme de satisfaction. Mais ce soulagement est fragile, temporaire. Le conte de fées ne dure pas. Leur passé reste là, tapis dans l'ombre. Ils surgissent sans crier gare. Les fantômes de l'enfance reviennent hanter le présent, ternir les réussites, empêcher l'apaisement. Ils restent prisonniers des méandres de leur histoire familiale, incapables de pardonner leurs bourreaux. Et malgré eux, répètent certains schémas. J'ai vu leur souffrance, leurs tentatives répétées, souvent vaines, d'échapper à une destinée, à une lignée qu'ils reniaient. Et j'ai l'intime conviction qu'ils n'ont pas vraiment vécu leur vie, qu'ils ont passé la majeure partie de leur existence à subir, à survivre, jusqu'au jour où la vie s'est arrêtée brutalement. De mon côté, j'ai pu leur pardonner, leurs manquements, leur négligence, leur maltraitance. J'ai accepté qu'ils nous aient transmis un attachement insécure, désorganisé. Parce que finalement, l'insécurité, le trauma, la survie, c'était tout ce qu'ils connaissaient. Parce que pour eux, c'était peut-être la norme. J'ai aussi pardonné à mon père, son départ, sa destruction, sa mort loin de nous. Mais pour le suicide de ma mère, 2 mois avant la naissance de mon fils, je n'y arrive pas. J'ai essayé, seule et en thérapie, de comprendre, de donner du sens, de penser ce geste comme la seule issue qu'elle percevait. Rien n'y fait. Je n'arrive pas à pardonner ce geste. La colère est toujours là, intacte, vive. Je ne sais pas si je lui pardonnerai un jour. Et je refuse d'en faire une obligation. Ce que je cherche aujourd'hui, ce n'est pas le pardon à tout prix, mais un apaisement intérieur. Un espace où la colère peut exister, sans me dévorer. Pour ne plus laisser le passé diriger mon présent,
ni hypothéquer mon avenir. Commençons par une question simple. Qu'est-ce que le pardon ? Dans le langage courant, on confond souvent pardonner avec excuser, oublier ou se réconcilier. Pourtant, le pardon n'est rien de tout cela. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Ce n'est pas effacer la blessure. Ce n'est pas nier la violence ni renoncer à la justice. Il existe 2 mouvements distincts dans le pardon. Le pardon que l'on donne, un geste intime, intérieur, qui appartient entièrement à la personne blessée. Le pardon que l'on demande, un acte adressé, qui suppose reconnaissance, responsabilité et conscience de l'impact. Ces gestes ne se rencontrent pas toujours. On peut demander pardon sans être pardonné, et l'on peut pardonner sans que l'autre ne le demande. Psychologiquement, le pardon n'est jamais immédiat. C'est un processus émotionnel, relationnel. Il dépend de notre histoire, de nos styles d'attachement, de nos blessures et de nos loyautés profondes. Pour certains, il naît d'un travail de compréhension. Replacer les blessures dans une histoire plus large, relier les traumatismes aux transmissions familiales et aux manques anciens. Pour d'autres, il émerge quand le sentiment de sécurité revient, quand le danger est derrière, quand l'hypervigilance diminue, quand le présent n'est plus envahi par le passé. Il peut aussi naître d'un travail émotionnel profond, reconnaître, accueillir et valider la colère, la tristesse, la peur. Et parfois encore, il s'inscrit dans des valeurs personnelles ou spirituelles. Dans tous les cas, le pardon n'a de valeur thérapeutique que s'il est libre et conscient. Et surtout, jamais dicté par la peur, la culpabilité ou la pression sociale. Maintenant que nous avons défini le pardon dans sa dimension thérapeutique, une question essentielle se pose. Peut-on tout pardonner ? Et surtout, peut-on pardonner l'inconcevable ? Dans les traumatismes majeurs, violences, inceste, attentats, il ne s'agit pas d'une simple blessure relationnelle, mais d'une effraction intérieure. Le système nerveux reste en alerte. Le monde devient dangereux. L'identité vacille. Dans ces vécus, poser trop tôt la question du pardon peut faire violence. L'urgence est d'abord de survivre, puis, lentement, de réapprendre à vivre. Pardonner l'agresseur ou le bourreau n'est jamais une condition pour se reconstruire. Beaucoup ne le pourront pas, et cela peut être une position juste et saine. La vie peut revenir même lorsque l'injustice demeure, et même lorsque le pardon n'a pas eu lieu. Être victime est un fait, mais rester enfermé dans cette identité peut devenir une seconde captivité. Guérir, c'est retrouver le pouvoir de choisir. Et parfois, ce chemin passe par un pardon. Parfois, par une séparation claire. Parfois, par la reconnaissance de la colère et du deuil de ce qui a été volé. Il n'existe pas de voie unique. Le seul critère valable est celui-ci. Est-ce que ce choix redonne de la vie, de la sécurité, de la dignité à la personne blessée ? Dans notre société, dans certaines familles et même dans certains parcours thérapeutiques, une idée persiste, celle que le pardon serait une étape obligatoire, un passage obligé pour guérir. Comme si ne pas pardonner signifiait rester bloqué, amer, enfermé. Mais est-ce vraiment le cas ? Faut-il pardonner à tout prix pour aller mieux ? La réponse clinique est simple. Non. Aucune donnée scientifique ne montre que le pardon est indispensable à la guérison psychique. Au contraire, un pardon imposé peut renforcer la honte, la culpabilité, la dissociation et devenir une nouvelle trahison de soi. Ce qui aide réellement, ce sont d'autres mouvements fondamentaux. La réappropriation de son histoire, la reconnaissance et la validation de la souffrance vécue, la restauration de la sécurité et la reprise de contrôle sur sa vie, et aussi apprivoiser ses émotions. La colère notamment arrive souvent tard, après la sidération, la honte, la culpabilité. Et si elle persiste, c'est souvent parce qu'une limite essentielle a été franchie. Elle vient nous dire « ce qui m'est arrivé n'était pas acceptable ». Le travail thérapeutique n'est pas de faire taire cette colère, mais de lui donner une place juste. Une colère qui protège sans envahir,
qui restaure la dignité, sans consumer l'énergie de vivre. Et c'est ainsi qu'un pouvoir intérieur se reconstruit. Oui, il est possible d'aller mieux sans pardon, de se réparer autrement, de retrouver de la vie sans renier ce qui a été vécu. Et si finalement, le plus difficile n'était pas de pardonner l'autre, mais de se pardonner soi-même? Il n'est pas rare que la colère la plus vive ne soit pas tournée vers le bourreau, mais vers soi. Beaucoup se reprochent encore ne pas avoir parlé, ne pas avoir fui, avoir continué à aimer, avoir cru que c'était normal. Ils se condamnent avec des verdicts intérieurs. J'aurais dû, j'aurais pu, j'ai laissé faire. Mais ces jugements sont portés aujourd'hui, avec les ressources d'aujourd'hui, sur des réactions de survie d'hier. Face au danger, le cerveau ne choisit pas. Il se fige, se dissocie, se soumet. Ce sont des réponses biologiques à l'impensable. Se pardonner, c'est apprendre à regarder cette part de soi avec justice. C'est reconnaître que l'on a fait le maximum possible avec ce que l'on avait à ce moment-là. Il faut alors renoncer à l'illusion douloureuse qu'on aurait pu empêcher l'irréparable. C'est cesser de se condamner, de se juger pour avoir survécu et recommencer doucement à être de son propre côté. Prenons le temps à présent d'explorer le pardon pas à pas. Avant de commencer, installe-toi confortablement, puis ferme doucement les yeux. Respire profondément. Inspire. Expire. Encore une fois. Et une dernière fois. Répète doucement et intérieurement ces mots. Ici, je suis en sécurité. Mes émotions ont le droit d'exister. Maintenant, pense à une personne, une situation ou un événement qui t'a blessé. Laisse venir ce qui se présente, sans jugement. Observe simplement les émotions qui émergent. La colère, la tristesse, la peur, la frustration. Permets-leur d'exister. Porte ton attention sur ton corps. Où ressens-tu cette douleur, cette tension? Peut-être dans la poitrine, le ventre, la gorge. Offre à cette émotion un espace. Respire avec elle, doucement, sans chercher à l'éteindre ni à la rejeter. Si à un moment, l'émotion est trop intense, tu peux ouvrir les yeux, bouger ou arrêter simplement l'exercice. Sinon, poursuivons. Pose-toi maintenant cette question avec douceur. Et si je pouvais alléger mon cœur, que pourrais-je faire? Laisse cette question résonner. Il n'y a pas de réponse à trouver. Tourne maintenant ton attention vers toi. Quelle culpabilité, quel jugement portes-tu encore pour cette situation? Répète intérieurement. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Je n'ai pas choisi ce qui m'est arrivé. Je mérite d'être en paix. Imagine, à présent, que tu offres à cette part de toi un geste de douceur. Ressens cette chaleur, cette bienveillance. Permets-toi de rester quelques instants dans ce soin. Prends le temps qu'il te faut. Reviens ensuite doucement à ton corps, à ta respiration. Respire à nouveau, profondément. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Pour conclure, et avant d'ouvrir les yeux, choisis un mot ou une phrase qui te fait du bien. Tu peux par exemple te dire « Je me choisis aujourd'hui, fragile, mais debout ». Ressens cette phrase comme un petit ancrage. Quand tu seras prêt, ouvre les yeux.
Tu peux à présent te remercier de t'être offert aujourd'hui de la bienveillance et une libération intérieure. Si tu le souhaites, prends quelques instants pour écrire ce que tu as ressenti, ce qui a été difficile, ce qui t'a apporté un peu de légèreté ou de douceur, et surtout ce que tu souhaites te rappeler dans les jours à venir. Cet épisode touche à sa fin. Le pardon, nous l'avons vu, n'est ni obligatoire, ni universel. Il n'est pas une condition pour guérir, il peut être une possibilité, parfois accessible, parfois lointaine, parfois impossible. Ce qui compte vraiment, c'est de reconnaître sa propre histoire, de nommer la souffrance vécue, de poser des limites, de reprendre le contrôle de sa vie, et parfois de se pardonner soi-même à son rythme. La colère, la tristesse, la peur ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux, des repères qui nous disent que nos limites ont été franchies, que notre dignité mérite d'être protégée. Guérir, ce n'est pas effacer la douleur. Guérir, c'est se réapproprier sa vie, respirer un peu plus librement dans le présent, se donner la permission d'exister pleinement, malgré ce qui a été. Si le pardon survient un jour, qu'il soit librement choisi et aligné avec toi. S'il n'arrive pas, ce n'est pas un échec. Il existe, nous l'avons vu, d'autres voies pour retrouver de la vie, du sens et de la sécurité intérieure. Avant tout, offre-toi un peu de légèreté, de sérénité, ici et maintenant, et choisis ce qui te rend plus vivant, plus solide, plus libre, fragile peut-être, mais debout. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci pour ton écoute et pour ton courage. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Fragile mais debout. D'ici là, vraiment, prends soin de toi. Ciao.